Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre 2 minutes pour présenter Synergie Santé Environnement. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a des noms que je connais, des gens qui sont habitués à suivre nos webinaires. Il y a des personnes qui ne le sont pas. Donc, Synergie Santé Environnement, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 10 ans. Donc, je suis l'un des cofondateurs. Je suis l'actuel directeur général, Jérôme Ribes. La mission est relativement simple et complexe à la fois. Donc, en fait, on accompagne le réseau de la santé à réduire ses impacts sur l'environnement, sur la santé aussi. On le fait de différentes manières, notamment par de l'accompagnement direct. Donc, on est des consultants avec des établissements de santé en matière de santé environnementale, mais également par l'animation d'une communauté de pratique. Le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui est l'un des outils que nous utilisons pour entretenir notre communauté de pratique. Juste pour vous donner un peu aussi une idée un petit peu, donc on a un organisme à but non lucratif, on a donc des adhérents. On a actuellement en fait une vingtaine d'établissements de santé adhérents. Donc si je vous rapporte au graphique que vous voyez donc à droite de l'image, vous voyez qu'en fait le nombre d'établissements adhérents a augmenté depuis nos débuts. Donc post-fusion, inévitablement, ce qu'on voit, c'est que les derniers points en bas, la ligne noire, elle diminue puisque les institutions, on a moins d'institutions qui sont adhérentes, mais ça représente plus d'établissements de santé au final. Donc, pour vous donner une idée, on a 34 hôpitaux, 117 CHSLD, 82 CLSC, puis ça, c'est une donnée qui date un peu. En fait, on est rendu à 130 CHSLD, puis 90 CLSC, 37 hôpitaux. Je m'excuse, j'ai pas pris la bonne diapositive. Mais bref, donc, un certain nombre d'établissements de santé, à peu près un tiers des établissements publics qui sont adhérents de SSE, quelques établissements privés. Et je ne l'ai pas mis sur la diapositive ici, mais ça intéressera certaines personnes présentes aujourd'hui, notamment en lien avec le sujet. Plusieurs universités, donc l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université donc l'UQAM, sont des adhérents. Le Centre de transfert en technologie de Sorel-Tracy également et l'ENAP à Québec. Donc voilà. Sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Olivier. Je veux juste aussi, j'allais oublier, vous mentionner que le webinaire est enregistré, donc vous serez capable de le revoir sur le site formation.synergiesantéenvironnement.org probablement dès cet après-midi. Et je vais de toute façon vous envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire un courriel vous rappelant tout ça. Mais ça vous permettra très certainement de diffuser ça auprès de vos collègues si vous jugez pertinent. Donc, Olivier, je te passe la parole. Je vais juste te trouver ici. Olivier, voilà. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, merci Jérôme. Merci Jérôme tout d'abord pour l'invitation. Il me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler en fait d'un projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis maintenant 4 ans. Il s'agit donc du programme Mon Écolabo. Et par la suite, avant de commencer, étant donné qu'on est dans un contexte de webinaire, je vais prendre quelques minutes également pour me présenter. Donc, je me prénomme Olivier Logan, je travaille à l'Université de Montréal. Je suis chimiste de formation. Diplômé de l'Université de Montréal en 2007. Suite à ce diplôme, en fait, j'ai effectué quelques expériences en milieu académique, mais également en milieu privé, donc dans des entreprises pharmaceutiques, donc toujours dans le monde de la recherche. Et plus récemment, en fait, j'ai accepté le poste de conseiller en 2012, conseiller en gestion du risque chimique à l'Université de Montréal. Comme je vous disais, j'aime bien prendre aussi quelques temps pour me présenter. Et là, dans le contexte du webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais aussi également partager avec vous finalement la définition et la vision qu'on peut donner du développement durable. Généralement, lorsqu'on pense au développement durable, on va souvent penser à écologie, à gaz à effet de serre, changement climatique. Mais je pense qu'il est également très important de se donner en fait une définition très personnelle
vis-à-vis en fait de ce que ça représente pour nous. C'est toujours une source de motivation supérieure et plus importante il s'agit d'accomplir un projet ou s'investir dans un projet. Donc, je suis également passé par ce processus de demander qu'est-ce que le développement durable pouvait représenter pour moi, et j'ai réalisé que pour moi, le développement durable était avant tout en fait le changement. Donc, j'associais le développement durable en fait au changement. Le changement, c'est un mot très large. Quand je pense à développement durable et que je pense changement, ça sous-entend l'adoption de nouvelles façons de faire, un engagement aussi. Je pense que c'est un mot qu'on peut retenir vis-à-vis du développement durable, c'est l'engagement, et également l'intégration de nouvelles valeurs. Donc pour moi, le développement durable, c'est vraiment un nouveau savoir-faire, un nouveau savoir-être vis-à-vis en fait soit de la société, dans l'entreprise ou de milieu dans lequel j'évolue. Et lorsqu'on parle de changement, évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait de façon directe. C'est pas noir ou blanc, c'est une phase progressive. De façon générale, les gens admettent que lorsqu'on parle de changement, il y a une phase de réveil qui, par la suite, subit une phase de transition qui amène par la suite à l'innovation. Et après cette innovation-là, on est vraiment en fait à dire que de façon intégrante et profonde, l'organisme, l'individu a pu en fait changer. Et dans mon cas, je vais être bien honnête avec vous, je ne suis pas un activiste Greenpeace, je ne suis pas un écologiste forcément forcené dans l'âme. J'ai eu une carrière en fait dans le monde de la recherche tout à fait normale, et je n'avais pas encore acquis cette sensibilité, si vous voulez, vis-à-vis de la cause environnementale. Mais mon réveil, moi, s'est fait un peu plus tardif. Il y a le vieux proverbe qui dit vaut mieux tard que jamais. Mon réveil à moi, il s'est fait en fait en 2012, aussitôt avoir intégré mon poste de conseiller en gestion du risque chimique. J'étais amené en fait à aller déclasser un laboratoire. Donc déclasser un laboratoire, ce que ça représente, c'est un chercheur qui part du département, de l'unité pour diverses raisons, retraite, changement d'université, etc. Et on devait donc en tant que division SST déclasser le labo et récupérer en fait les produits chimiques et récupérer toutes les choses qu'il avait laissées dans le labo pour pouvoir laisser la place au suivant. Et là, ça a un peu fait comme un réveil brutal, parce que j'ai réalisé qu'il y avait énormément de produits, il y avait énormément de ressources qui se retrouvaient dans ce labo et qui finalement n'allaient pas être utilisées. Et à ce moment-là, j'ai dit non, c'est pas pensable, c'est impossible que finalement toutes ces ressources soient là et qu'on ne puisse pas les utiliser, et qu'on ne puisse pas leur donner une deuxième vie finalement. Et c'est de là que tranquillement a germé cette volonté de vouloir faire quelque chose, de vouloir m'investir, même si j'avais passé énormément d'années dans la recherche. Ce changement de poste m'a amené en fait à un changement de vision assez radical, et qui m'a permis et qui m'a amené notamment sur les chemins de mon écolabo que je vais vous parler aujourd'hui. Donc au niveau de la présentation, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais faire une brève introduction autour du développement durable dans les laboratoires. Par la suite, en fait, je parlerai du programme Mon Écolabo. Ensuite, je vous présenterai le manuel qui a été créé tout récemment concernant en fait le programme Mon Écolabo. Nous aborderons par la suite quelques outils pratiques mis en place en fait notamment par les éco-leaders du programme, et par la suite je clôturerai en fait le webinaire avec quelques partages d'expérience. Donc, généralement, lorsqu'on pense à développement durable et laboratoire, ce sont deux mots qu'on a du mal à associer. Généralement, les laboratoires, on les associe très très loin du développement durable, mais pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a ces statistiques très intéressantes qui démontrent que dans les universités, notamment les laboratoires occupent 20 à 35% de la superficie en tant que telle des universités, mais qui représentent près de 40 à 75% de leur consommation énergétique. Et on n'a pas du mal à le croire lorsqu'on regarde ce petit graphique qui nous permet en fait d'évaluer en fonction de la nature du local. Donc, est-ce que c'est une salle de cours, un bureau, un laboratoire? En fait, la consommation énergétique en termes d'eau, d'éclairage, chauffage, air climatisé ou autres appareils scientifiques, on se rend compte que la part des laboratoires en termes de chauffage et d'air climatisé est quand même assez impressionnante.
Donc finalement, on pourrait directement, juste en se basant sur la consommation énergétique en termes de fonctionnement des labos, se poser la question de l'impact environnemental. Un autre élément qu'on peut regarder lorsqu'on s'intéresse en fait au laboratoire, c'est la façon dont la science est pratiquée dans les laboratoires, et on se rend compte qu'il y a énormément de déchets qui sont générés, des déchets de nature chimique, toxique, notamment des micro-organismes biologiques, des cellules vivantes, et énormément de plastique, notamment peuvent être générés en fait lors des manipulations. Alors tout de suite en 2 slides, on se rend compte il y a un justificatif et il y a un motif à vouloir incorporer le développement durable dans les laboratoires, et pourtant c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Donc on peut se demander pourquoi. Lorsqu'on se demande pourquoi, on réalise que très vite, il y a un problème de mentalité. Les gens, souvent, se sentent pas nécessairement concernés par la dimension environnementale lorsqu'il s'agit de pratiquer la recherche, puisqu'il y a un seul mot qui va primer, à savoir faire avancer la recherche à tout prix, et c'est ça qui vient vraiment résonner dans la tête des gens et prendre leur maximum de leur temps. Prendre le maximum de leur temps, ça veut dire qu'il y a un manque de temps, il y a un manque d'intérêt du coup qui est associé à cet impact et cet aspect environnemental des activités de recherche. Nécessairement aussi, l'environnement est très rarement au cœur des discussions, puisque finalement les gens sont peu ou très peu sensibilisés finalement par rapport aux problématiques d'épuisement des ressources, et généralement les labos sont très très rarement en fait le lieu de remise en question par rapport en fait à l'environnement. Il y a aussi les préjugés qui peuvent embarquer où les gens vont se dire de façon générale, écoutez, on est dans un laboratoire, c'est assez compliqué comme fonctionnement, faire un mouvement collectif ayant pour cause la dimension environnementale, l'impact environnemental, et ce serait vraiment trop difficile. Par la suite, les gens amènent l'argument de dire que, étant donné qu'on est dans un laboratoire scientifique expérimental, on manipule des produits dangereux, donc c'est un peu difficile pour nous de pouvoir en fait finalement commencer à penser environnement parce que tout est dangereux. Donc ça, c'est le gros préjugé où on réalise que oui, il y a des produits chimiques, mais ça ne veut pas dire que forcément tout est dangereux et qu'on doit forcément faire une croix sur ce qu'on peut éventuellement revaloriser, recycler, réutiliser. Finalement, comme je le disais tantôt, en termes de priorité, pour le personnel de recherche, il faut avouer que souvent cet aspect-là de leur recherche est souvent négligé, puisque l'obtention de résultats est quand même quelque chose qui reste une priorité pour le fonctionnement d'un laboratoire. Et lorsqu'on parle souvent aussi d'efficacité énergétique, les gens vont avoir tendance à penser que, étant donné qu'on travaille avec du matériel très spécifique, mais on ne va pas vraiment prendre en compte l'impact énergétique parce que on n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille avec cet équipement-là pour pouvoir réaliser l'expérience, pouvoir réaliser le protocole. Donc, on fait une croix sur l'environnement finalement et on se consacre uniquement à la recherche. Donc, c'est vrai que même s'il y a un intérêt, comme je vous l'ai démontré dans les slides précédentes, basé sur la consommation énergétique ou alors sur la génération de déchets, on pourrait faire une association directe. Force est de constater que dans le terrain, sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. On peut même aller plus loin, réaliser un certain paradoxe, notamment dans les services de santé, où il peut y avoir en fait de la recherche qui est effectuée, mais on peut aussi se poser la question de réaliser que le lien entre la santé et l'environnement n'est pas vraiment présent. En fait, on travaille dans un contexte en fait d'améliorer la santé des gens, développer de nouveaux médicaments, développer de nouvelles techniques d'expérimentation, d'analyse, de diagnostic pour la santé humaine, mais finalement au détriment à certains moments, à certains égards, de l'environnement. Donc, des fois, on réalise que dans la définition même de nos activités, il y a un peu comme un paradoxe, puisque finalement, on vient avoir un impact négatif sur cet environnement dans lequel on évolue et qui peut avoir un effet, un contrepoids directement sur notre santé, justement. Donc, fort de tout ça, on réalise que, oui, c'est assez complexe d'associer le développement durable au laboratoire, mais pourtant, c'est un concept qui existe depuis, en fait, quelques années, qui n'est pas très connu. En fait, ça remonte à la fin des années 90, début 2000, où le concept de laboratoire vert a commencé à rentrer dans les discussions.
Et c'est sous, en fait, l'instigation de deux chimistes américains, John Warner et Paul Anastas, qui sont en fait les fondateurs de ce qu'on appelle la chimie verte. Et évidemment, parler de chimie verte sans parler de laboratoire vert, ben, ça en fait également un très gros paradoxe, puisque on ne peut pas prétendre faire de la chimie qui a peu ou pas d'impact sur l'environnement si le fonctionnement même du laboratoire dans lequel on fait cette chimie, ben, lui aussi n'est pas vert. Donc c'est à ce moment-là qu'a commencé à rentrer et à être discuté le terme de laboratoire vert. Qu'est-ce que ça sous-entendait à ce moment-là? Ben, ça sous-entendait une réduction des déchets qui peuvent être générés lors des activités de laboratoire, réduction de la consommation énergétique liée avec le fonctionnement et également réduction en fait de la consommation d'eau. Donc, ce sont les trois gros axes qui avaient été avancés pour pouvoir dire qu'un laboratoire était vert et qu'on pouvait en fait dire qu'on avait des activités qui travaillaient avec un respect finalement de l'environnement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça débute à la fin des années 90, début 2000. Énormément en fait de mouvements ont pris le pas dans plusieurs universités prestigieuses. Souvent même dans les universités américaines, on peut constater qu'il y a des ressources qui sont vraiment développées. On peut le voir aussi notamment avec l'Université de Laval, à l'UQAM aussi notamment, où il y a certaines actions qui ont été faites notamment plus proches de chez nous. Mais lorsqu'on regarde toutes ces actions, toutes ces structures, comme je l'ai dit, à travers les États-Unis ou même ici, ben on réalise que des fois, il y a peut-être quelque chose qui manque, notamment en termes de finalement de laboratoire et développement durable, c'est d'aller chercher en fait comme un programme pour accompagner de façon plus durable le personnel de recherche, le personnel de laboratoire dans ses activités, dans sa volonté finalement de réduire son impact environnemental. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a démarré le programme Mon Écolabo, qui a été démarré en fait à l'hiver 2013. La volonté de démarrer le programme vient en fait de la rencontre que j'ai pu faire avec Jacqueline, que vous voyez sur la photo ici. Jacqueline, en fait, et moi ne nous étions pas rencontrés avant l'hiver 2013. Nous étions sur le même étage. C'est assez paradoxal. Nous étions sur le même étage. Moi, j'étais dans mon bureau de conseiller. Elle était agente de recherche dans un laboratoire de biochimie de l'Université de Montréal. Et elle aussi, très proactive, très sensible de finalement de tous les impacts que peuvent avoir nos activités de recherche, avait commencé à démarrer comme un projet pilote dans son laboratoire. Et finalement, moi, je cherchais un moyen de pouvoir être actif et de pouvoir en fait finalement monter un projet et le coordonnateur du développement durable de l'Université de Montréal, Stéphane Béranger, nous a mis en relation. Tous les deux nous a fait nous rencontrer et c'est de là qu'a démarré ce projet-là. Et l'idée du projet, du programme, c'était de vraiment d'outiller le personnel de recherche avec des outils très simples pour les aider à gérer de façon éco-responsable leur laboratoire, mais également leur bureau connexe. L'idée, évidemment, c'est de faire tout ça sans compromettre ni la recherche, ni la santé et la sécurité des membres du laboratoire et à long terme, amener en fait à une réduction des coûts. Donc, lorsque Jacqueline et moi avons démarré le projet, c'était la première chose qui nous a frappé, c'est de se dire que peu importe les activités de recherche, qu'on soit en service diagnostic, qu'on soit en chimie organique, en biochimie, en sciences biologiques ou que sais-je, on pratique la science de la même manière, à savoir que il y a des achats qui sont effectués, des manipulations qui sont effectuées et par la suite des déchets qui sont générés. Donc, l'idée, c'était de travailler sur ces axes de travail et d'appliquer le principe des 3 R avec essayer d'identifier et de cibler les opportunités de réduction à la source, de réemploi, mais également de recyclage. Donc, pour vous montrer très rapidement à quel point c'est possible, dans la première année, on a eu énormément de succès. On a démarré plusieurs projets en lien avec le programme, notamment à la division SST, on avait démarré un programme de recyclage des produits chimiques usagés, qui nous a permis en fait très rapidement, c'était une année assez faste où on a pu avoir pas mal de chimistes, pas mal de laboratoires de chimie et d'autres où il y avait des professeurs retraités. Donc,
Donc, on a pu récupérer énormément de produits chimiques et les revaloriser en les reproposant en fait à la communauté. Et ça a permis de faire des économies assez importantes de près de 8 000 $ là sur cette année, là 2013-2014. Les autres membres du programme à ce moment-là avaient démarré quelques projets de réutilisation de plaquettes de plastique, réutilisation de vial, recyclage de l'acétone, mais également de réutilisation de tubes de plastique. Vous voyez les économies lorsqu'on les ramène sur une année qui commence à être quand même relativement intéressant. C'est de l'argent à certains moments qu'on peut dégager pour d'autres choses, pour d'autres ressources, investir ailleurs et également en plus de réduire finalement l'impact environnemental. Si on s'intéresse de façon plus précise en fait au programme, comme je vous l'ai dit, il a démarré à l'hiver 2013. À ce jour, on a à peu près 32 laboratoires certifiés. Donc, on a pu, à travers ces 32 laboratoires, créer une communauté d'éco-leaders. Et on a également un comité, finalement, qui a été mis en place, rattaché, en fait, au programme Mon Écolabo. Si on regarde un peu le type de laboratoire, ça comprend des laboratoires de recherche qui viennent de l'Université de Montréal, mais également des laboratoires d'enseignement de l'université. On a également des laboratoires de services diagnostiques à la faculté de médecine vétérinaire et on a très récemment aussi incorporé en fait les cégeps dans le programme Mon Écolabo, qui fait en sorte que maintenant on a 3 cégeps en fait qui ont intégré le programme et qui ont intégré en fait notre communauté. Si on regarde les domaines d'activité, encore une fois, c'est très large. Ça va de la médecine vétérinaire, services diagnostiques, enseignement, de la chimie, donc la chimie sous toutes ses formes, chimie organique, chimie analytique, chimie des polymères, la biochimie, la biologie moléculaire, la biopharmacie. Ce sont autant de champs finalement de domaines d'activité pour les laboratoires qui ont intégré en fait notre programme. Donc on remarque là encore que c'est vraiment très large. Très rapidement, avec Jacqueline, on avait constaté que, étant donné que notre volonté était vraiment d'avoir un projet qui allait accompagner le personnel de recherche dans le temps et de façon durable, on s'est posé en fait la question de la mise en place d'une certification. Donc, la certification, l'idée était très simple, c'était de reconnaître le travail de façon continue des éco-leaders et en même temps de pouvoir les motiver à aller plus loin, à se dépasser dans la mise en place de leurs pratiques responsables. Ça nous permettait, nous aussi, de dire que d'assurer une certaine pénérité au programme et également, on avait aussi cette volonté de vouloir encadrer, en fait, le programme Mon Écolabo. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis une photo où on voit, en fait, une porte de laboratoire sur laquelle l'autocollant de certification numéro 1 a été apposé. Donc, on voit que le laboratoire en question est certifié niveau 1. Et c'est toujours une fierté pour les laboratoires en fait, lorsque vient en fait le temps du recrutement, les gens sont toujours contents de recevoir cet autocollant qui vient affirmer leur choix, puis affirmer en fait leur volonté de vraiment s'impliquer. Je ne vais pas faire beaucoup de détails sur la certification, juste vous dire que c'est une certification qui a 4 niveaux, avec un nombre de critères évidemment qui augmente et qui évolue différemment en fonction des niveaux. De façon très sommaire, le niveau 1 et 2 sont plus rattachés en fait aux ressources matérielles qui sont liées avec le laboratoire en question, alors que dans le niveau 3 et 4, on va plus s'attaquer à la dimension sociale, intégration du projet dans le laboratoire et la pérennité à long terme du projet. Donc, par la suite, on a eu, c'est un projet qui a démarré d'une approche un peu bénévole avec Jacqueline et moi. Puis tranquillement, on a commencé en fait à avoir de la reconnaissance tant des membres de l'université, donc que ce soit à travers le prix du recteur ou alors d'autres organismes externes. Ça nous a extrêmement en fait fait plaisir parce que jusqu'à ce moment-là, on investissait beaucoup de notre temps, comme je dis, plus sur le compte du bénévolat et par conviction. Mais là, quand est venu le temps finalement d'avoir un peu cette petite reconnaissance, ça nous a apporté beaucoup au moral et puis ça nous a encouragé à aller plus loin. Et un des prix notamment qui nous a encouragé à aller plus loin, c'est le prix, le financement, la bourse qu'on a eu avec la fondation TD, donc de la banque TD, des Amis de l'environnement.
qui nous a permis vraiment de sortir de la phase de réveil du projet à plus finalement se positionner en termes de développement et qui nous a permis de recruter une stagiaire notamment qui était en charge d'aller recruter plus d'éco-leaders et d'amener plus de laboratoires en fait d'adhésion au programme, mais également ça nous a permis de nous pencher sur la rédaction de manuels, donc le manuel Mon Écolabo. Donc le manuel Mon Écolabo, comme son nom l'indique, c'est un manuel très simple qu'on a voulu très simple et bref et concis. L'idée en fait, c'est de pouvoir très rapidement sensibiliser en fait les gens au programme. Donc, dans ce manuel, on présente en fait le programme et ses bénéfices et le processus d'implantation du programme Mon Écolabo dans l'unité ou dans l'institution. On a listé en fait une série d'actions éco-responsables qui permettent en fait, selon les axes, donc de bureaux ou de laboratoires ou de bureaux connexes, de donner des pistes de travail à la personne, en fait, au lecteur, au personnel de laboratoire qui sera amené en fait à le lire. Donc l'idée en fait c'est de vous permettre d'allumer en fait des lanternes pour faire en sorte que vous ramenez finalement ces actions-là à votre réalité, à votre laboratoire et également commencer à initier le changement petit à petit dans votre unité, dans votre laboratoire, dans votre environnement de travail. C'est important de réaliser que c'est un manuel qu'on a voulu évolutif. Donc la première édition évidemment une base, mais on s'attend à ce que les personnes viennent nous donner leur retour, viennent apporter en fait leur expérience pour évidemment que ça soit un partage et que ça vienne toucher le plus de monde possible finalement. Donc, ce manuel est téléchargeable gratuitement en ligne à l'adresse qui apparaît ici sur le site du développement durable de l'Université de Montréal. Donc, vous allez pouvoir en fait télécharger en format PDF et avoir accès en fait à l'information. Donc aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter en fait qu'est-ce que vous pouvez en fait retrouver dans ce manuel et qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme la prise d'action que vous pouvez implanter ou de projets que vous pouvez implanter en fait dans votre unité. En termes d'axes de travail, pour le manuel, nous avons choisi en fait 4 axes. Le premier axe, c'est évidemment la gestion des produits chimiques. Je l'ai pas fait, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un chimiste. C'est encore une fois une constatation de réaliser que peu importe les champs d'activité, les produits chimiques, ils sont partout dans les laboratoires. Qu'on fasse de la chimie, de la biologie, qu'on soit en faculté de médecine vétérinaire, forcément on a une bouteille de solvant, on va peut-être utiliser un acide. Donc, on va toujours être amené en fait à manipuler, à être exposé en fait à des produits chimiques. Donc, la question de leur gestion adéquate est extrêmement important lorsqu'il s'agit en fait de parler d'exposition des gens, mais de réduction d'impact à l'environnement. Donc, à travers cette gestion des produits chimiques, on aborde l'aspect de l'achat, évidemment, qui est la première étape, l'entreposage, la manipulation, mais également la gestion des déchets. Dans une deuxième section qui a trait plus à la gestion des infrastructures, on s'intéresse plus en fait à l'aspect, donc comme je vous ai présenté dans ma première slide, de consommation énergétique liée en fait au bâtiment, à l'infrastructure, au laboratoire, donc le chauffage, l'éclairage, la gestion de l'eau ou alors la prise en charge de l'électricité. À chaque laboratoire, souvent, est rattaché en fait des bureaux. Donc là aussi, par rapport à ces bureaux, en fait, on veut s'intéresser, on veut s'assurer que il y a une certaine continuité du laboratoire vers le bureau et que finalement, cette gestion éco-responsable continue même dans le bureau. Donc à travers la réduction des produits consommables, le recyclage, la réutilisation, ou encore la réduction en fait de la consommation énergétique. Et finalement, de façon beaucoup plus spécifique, on a la gestion des équipements spécifiques, qui sont en lien directement avec le laboratoire en question. Ça peut concerner des réfrigérateurs, des congélateurs, des hottes chimiques, des anciennes biologiques ou que sais-je. Mais encore une fois, lorsqu'on va s'intéresser à cette section, on va plus s'intéresser à réduire en fait leur consommation énergétique.
Si on s'intéresse dans un premier temps à la gestion des produits chimiques, en fait, on va pas. C'est sans surprise que je vous dis qu'on va parler de chimie verte. Hein. Lorsque John Warner et Paul Anastas ont mis en place le concept de chimie verte, ils ont mis en place plusieurs principes qui permettait de dire qu'on pratique la chimie de façon verte. Une des premiers principes, c'est de substituer l'utilisation de produits toxiques par des alternatives plus sécuritaires et moins nocives, offrant la même réactivité. Souvent, on se pose pas la question. En fait, on prend un protocole, on suit un protocole sans nécessairement se demander en fait est-ce qu'il y a des possibilités de produits moins toxiques. Des fois, on ne sait pas même où aller chercher cette information-là, mais pourtant, il y a des ressources qui existent pour vous donner en fait des alternatives pour dire, là, j'utilise un produit très toxique, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'aille chercher en fait un produit qui va réduire mon exposition? Un des exemples, c'est d'utiliser des détergents classiques plutôt que souvent des acides forts oxydants. Souvent, les gens veulent s'assurer que leur vaisselle, leur verrie est vraiment propre ou exempt de toute trace organique ou de toute contamination. Donc, ils vont chercher en fait des produits très corrosifs, très abrasifs, également très oxydants pour s'assurer vraiment de toute décontamination. Mais encore une fois, on oublie un aspect, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé cette verrie ou ces équipements, il y a une contrepartie qui est finalement de prendre en charge tous ces déchets. Puis lorsqu'il s'agit de matières dangereuses, ça peut devenir plus problématique. Un exemple aussi très simple, c'est lorsqu'on parle de substitution de produits toxiques, c'est dans les laboratoires essayer de remplacer dans la mesure du possible les thermomètres au mercure par des thermomètres à alcool. Donc ça, c'est des actions très simples qui peuvent être faites. Dans le cas souvent des thermomètres au mercure, il y a même des programmes de remplacement qui sont mis en place par certaines compagnies telles que Thermo Fisher, etc., qui vous proposent de vous prendre votre thermomètre au mercure et de le remplacer par un thermomètre à l'alcool. Encore une fois, on ne réalise pas, mais lorsqu'on parle de simple thermomètre, thermomètre avec le mercure qui est extrêmement toxique, on vient éviter dans le cas de bris de thermomètre dans un bain chauffant, dans un bain-marie, dans une étuve, la contamination finalement de l'équipement, l'exposition du personnel aux vapeurs de mercure, qui évidemment amène toute une prise en charge coûteuse et certaines fois complexe. Lorsqu'on parle également de substitution en fait à des produits chimiques, il y a évidemment l'utilisation d'alternatives au bromure d'éthidium qui est vraiment très connu, très populaire. Souvent les gens en fait commencent aussi à entendre parler donc de ces produits qui sont des alternatives donc supposément moins toxiques. Évidemment, il faut toujours faire attention en fait au côté greenwashing, donc où les gens vont vous sous l'étiquette du vert, sous l'étiquette du moins toxique, vont vous vendre beaucoup de choses, mais c'est pas nécessairement prouvé. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de produits sur le marché, des Cyber Green, Cyber Safe, qui sont mis en place, qui sont vendus sur le marché, qui vous proposent une alternative moins toxique, mais là je vous demande de mettre des bémols parce qu'encore une fois, c'est pas toujours forcément prouvé. Dites-vous simplement que si ces produits des fois sont aussi efficaces que leur bromure d'éthidium, c'est qu'elles ont les mêmes propriétés et donc du coup elles peuvent avoir les mêmes effets. C'est juste que leur côté, leur caractère, leurs propriétés toxicologiques sont pas forcément démontrées. Dans certains contextes, on peut imaginer en fait l'utilisation de la méthode dite albumine, exemple de réactif au chrome. Donc il y a des kits qui peuvent être vendus dans ce contexte-là. Pareil en termes de tests qui peuvent être faits dans des services diagnostiques, donc de se dire qu'on peut avoir un kit de test au glucose exempt de zinc, utilisation de milieux de culture en cystine exempt de sélénium, qui sont en fait pareil, des contaminants qui, lorsqu'on parle par la suite de prise en charge environnementale, qui seront plus difficiles à éliminer. On peut également penser en fait à l'utilisation d'alternatives aux désinfectants qui sont dans certains cas au milieu hospitalier à base de formaldéhyde. Dans le milieu hospitalier aussi, on peut retrouver à dépendamment de certaines unités ou certaines structures, l'utilisation de solvants. Alors, la propriété des solvants, c'est que pour certains cas, il y en a qui sont toxiques, mais il y a également le côté monétaire, le côté coût associé avec l'utilisation des solvants, qui peuvent être des fois très dispendieux.
Donc, très récemment, donc il y a quelques années, moins d'une dizaine d'années, a été mis en place ce qu'on appelle les recycleurs de solvants. Donc, c'est un marché qui s'est développé et qui a eu qui a une très bonne visibilité, puis une très bonne vitrine dans les milieux de recherche, parce que finalement, il permettait de recycler les solvants utilisés dans le contexte des activités de laboratoire et d'avoir des taux de récupération assez exceptionnels de 90 et 95 %. Donc, en quoi ça consiste? L'idée, c'est de prendre votre solvant que vous considérez comme déchet, comme résidu. Il faut bien s'entendre sur le fait que votre solvant à ce moment-là peut être contaminé, mais que vous avez quand même un très gros pourcentage en volume de l'espèce que vous cherchez à isoler. Donc, je prends un exemple, vous avez un solvant acétone, xylène, éthanol ou formol contaminé avec un autre solvant ou contaminé avec de l'eau, mais de vous dire que vous pouvez utiliser ce type de recycleur au solvant qui va faire une distillation fractionnée et vous permettre de récolter par la suite votre solvant pur. Donc, les taux de récupération étant assez exceptionnels, ça vous permet de faire un peu, de vous assurer que finalement, en fait, vous avez utilisé à son plein potentiel le 20 litres d'acétone que vous avez acheté parce que vous avez finalement récupéré en déchets, entre guillemets, 10 litres, mais ce 10 litres-là, vous réutilisez le 9 litres pour vos autres activités et nécessairement, ça a un impact vis-à-vis de vos coûts directs de fonctionnement, mais également, en fait, en termes d'élimination. Parce que souvent, on va considérer que ces produits-là sont des déchets, mais comme je vous le disais, dépendamment du type de contamination, on peut les revaloriser, les réutiliser. Donc, vous pouvez les réutiliser via l'utilisation d'un recycleur, ou des fois, il y a des compagnies qui sont intéressées en fait à récupérer ces solvants qu'on considère comme des déchets, mais qu'ils utilisent comme source d'énergie dans d'autres types d'activités. Donc, la question du recyclage de solvants peut être extrêmement intéressante. Et maintenant, avec la technologie, on a ces recycleurs donc on peut mettre sur les benches, très sécuritaires, qui sont compatibles en termes de sécurité avec les normes canadiennes, qui ne génèrent pas de vapeur ou de surface chaude et qui vous permettent de vous assurer en fait un recyclage de votre solvant. Un autre élément du principe de chimie verte, c'est également évidemment la réduction des échelles. L'idée, c'est de réaliser que on prend la peine de se poser la question de la mise en place de son protocole et qu'on essaie de faire en sorte qu'on va utiliser la plus petite quantité de solvant, de réactifs possible, là, on réalise pas, par cette simple action-là, on vient en fait d'avoir un impact direct sur les achats, également sur toute la logistique des achats qui sont que des fois les gens n'ont pas toujours tendance à réaliser, mais qui est bien présente. Donc, juste l'action de dire, au lieu de faire mon expérience sur 1 gramme, de la faire sur 500 milligrammes ou que sais-je, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je l'optimise, ce protocole-là, pour ramener finalement l'échelle de manipulation peut-être de moitié, de tiers, que sais-je, et en faisant ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous pouvez avoir un impact très rapide. S'il s'agit en fait d'une manipulation que vous faites de façon quotidienne, dites-vous que à la longue, oui, il va avoir un impact direct vis-à-vis de tout ça. Si vous êtes dans un cadre d'un laboratoire d'enseignement, il y aura un coût, une réduction qui va se faire ressentir assez rapidement. Une autre chose aussi, c'est de vous dire que un petit format pour l'utilisation des réactifs amène nécessairement en fait à la génération de quantité de déchets en fait moindre. Donc, ça m'amène à vous parler d'une partie qu'on a quand même dont on a parlé dans le manuel et qui est selon moi très importante et qui rejoint tout le monde, c'est l'aspect de l'achat des produits chimiques. Donc, comme je vous l'ai dit, avant de faire une expérience, vous devez prendre la peine d'acheter votre produit chimique et de l'amener dans votre laboratoire. Et souvent, on ne réalise pas que le simple fait de penser à un achat éco-responsable, ça peut avoir un très gros impact. Donc, le mythe qu'il faut casser tout de suite, c'est de se dire que lorsqu'on veut faire un achat, il est préférable que l'acheteur
se pose la question d'acheter la plus petite quantité possible. Parce que généralement, les gens vont se dire, ils vont voir un fournisseur qui va leur vendre un produit chimique ou un autre produit de matière dangereuse. Ils vont voir 1 gramme pour $50, mais 10 grammes, c'est $75. Donc directement, on va penser à l'économie de dollars, de se dire, je vais pas me faire avoir, je vais prendre le pot de 10 grammes, c'est $75, je fais quand même une grosse affaire là-dedans, va pour 10 grammes. Mais finalement, on réalise qu'on s'est juste arrêté à l'aspect carte de crédit. On n'a pas vu finalement la vision globale de l'achat, à savoir que oui, j'ai acheté le produit, mais une fois que je l'ai acheté, il va falloir que je l'entrepose. Et une fois que j'aurai fini éventuellement de l'utiliser, il va avoir l'aspect en fait des coûts associés en fait avec la destruction. Et on ne réalise pas, mais il y a ces statistiques très intéressantes de l'American Chemical Society, l'ACS, qui nous dit que dans les laboratoires, 40% des déchets souvent qui peuvent être générés, ce sont des produits non utilisés. Donc, quand on dit des produits non utilisés, ce sont des produits qui n'ont même pas été ouverts. En fait, c'est-à-dire que le personnel de laboratoire achète le produit. Pour une raison X ou Y, c'est un produit très important, très urgent, on en a besoin, il faut. On l'achète et puis finalement, on se rend compte que le produit, des fois en fait, on n'en a plus besoin, c'était pas le bon précurseur, ou tout simplement même qu'on l'avait déjà sur nos tablettes. Et là, on se retrouve avec un produit neuf qui n'est pas utilisé. J'ai pu le constater moi-même à mon niveau à l'Université de Montréal. J'ai démarré un programme de recyclage de produits chimiques non utilisés. Donc je vous avais présenté dans les slides précédentes, et j'ai pu constater que même à travers ce flot de produits, ce flux de produits que j'essayais de détourner de l'élimination, il y avait énormément de produits en fait qui étaient neufs. Donc les bouteilles sont même pas ouvertes, elles sont encore scellées, et qu'on a des produits en fait qui sont en fait en parfaite condition, mais que comme les gens ne l'utilisent plus, n'en ont plus besoin, considèrent en fait que c'est un déchet. Mais non, c'est pas un déchet, ça peut être une matière première pour une autre personne. Donc, c'est la première étape, je dirais, qu'il est important de réaliser. C'est le mythe, en fait, de l'économie par la taille. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle d'achat éco-responsable, en gros, ça revient à parler d'achat stratégique. L'idée, c'est de se dire que la première étape, c'est d'avoir un inventaire des produits chimiques qu'on peut avoir dans ce laboratoire à jour. Donc, que ce soit au niveau de la quantité, la localisation, la date de réception, de se dire qu'on a un inventaire fiable auquel on peut avoir confiance. Donc, si je consulte mon inventaire et que mon inventaire me dit le produit que je cherche, le produit X, n'est pas présent dans mon inventaire, je ne vais pas passer 1 heure à aller le chercher, demander à mes collègues, je peux être sûr que je n'en ai pas. À partir du moment où je suis sûr que je n'en ai pas dans mon unité, finalement, c'est de se demander, peut-être que quelqu'un d'autre autour de moi, avant de l'acheter, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de moi qui pourrait en fait m'en prêter une petite quantité. Et souvent, on peut avoir besoin d'un produit juste pour une expérience, juste pour un test. On a une idée, on veut valider un protocole, valider un concept. On veut finalement utiliser un produit en question, mais après, on sait personnellement qu'on va jamais avoir à utiliser ce produit-là. Donc, pourquoi pas en fait l'emprunter chez le voisin. Par la suite, si on se rend compte que on a essayé de voir autour de nous si le produit était disponible, mais malheureusement il ne l'est pas, c'est de se dire qu'à ce moment-là, on va essayer d'acheter la plus petite quantité possible en rapport avec ce dont on a besoin. C'est sûr qu'on essaie de voir sur du court et moyen terme, mais comme je l'ai dit, on ne va pas prendre le pot de 500 grammes juste pour faire une économie et se dire que on s'est pas fait avoir puis qu'on a essayé de rentabiliser l'achat, de rentabiliser la carte de crédit. Vraiment le voir de façon globale. Et évidemment, lorsqu'on est amené à faire l'achat, c'est de centraliser les achats dès que possible. Donc, c'est-à-dire que dans le laboratoire, on s'assure qu'il y ait une feuille, on s'assure qu'il y ait un jour, qu'il y ait une feuille, qu'il y ait un formulaire, que sais-je, qui soit dédié, un processus qui soit mis en place pour que les gens du labo puissent finalement avertir à la personne qui achète, qui est dédiée aux achats dans le laboratoire, que moi, la semaine prochaine, j'aurai besoin de commander tel produit, et que toutes ces informations-là soient réunies à une même place, disponible de tous. Ça peut être la simple feuille qu'on vient accrocher dans le laboratoire. Ça peut être des fois on a des outils un peu plus technologiques, mais la simple feuille accrochée dans le laboratoire qui dit achat de cette semaine.
va pouvoir en fait faire en sorte qu'on va centraliser les achats, puisqu'une fois que la personne va avoir cette liste le vendredi, ben, elle va se dire, ben écoutez, ça, tel item, tel item, tel item, je peux l'acheter à tel endroit, tel item et tel item, je vais l'acheter en une commande à tel autre endroit. Donc ça a l'air très simple, mais ça permet en fait encore une fois de penser à la dimension environnementale lorsqu'on fait juste l'action d'acheter quelque chose. Donc si qu'est-ce que veut dire faire un achat éco-responsable lorsqu'on est dans un laboratoire? Ben, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus général, hein, c'est de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. Souvent même dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance à acheter des choses, soit parce que c'est le nouvel outil technologique, parce que c'est la mode, parce que, mais finalement on se demande très rarement est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette chose. Oui, c'est sûr, je vais me faire plaisir, mais est-ce que je peux pas encore utiliser telle chose que j'ai déjà? Est-ce que je peux pas retaper telle chose? Donc la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Extrêmement pertinente. Puis dans un deuxième temps, quand on se rend compte quand on en a besoin, ben, de se dire est-ce que je dois vraiment l'acheter ou est-ce que je ne peux pas l'emprunter tout simplement à un collègue ou à un autre membre de l'unité. Et lorsqu'on a fait cette démarche, ben, de se dire ben, de quelle quantité j'ai besoin pour du, comme je dis, évidemment court moyen terme. Donc, juste avec cette action très simple, ces trois simples questions, on vient en fait avoir un impact environnemental extrêmement important. Extrêmement important parce que lorsqu'on passe la carte de crédit et qu'on s'intéresse à un fournisseur en fait pour un produit, ben, de réaliser qu'il y a toute une chaîne logistique en arrière, hein, où il y a l'acheteur, mais vous frappez à la porte d'un fournisseur qui peut lui faire affaire à un distributeur qui lui-même fait appel en fait à un manufacturier. Donc, tous ces gens-là, on ne les voit pas, hein, c'est un commerce invisible, mais qui est bien présent. Donc au final, lorsqu'on pense au cycle de vie de l'achat d'un produit, ben on doit penser à l'achat, à l'entreposage, mais également à la manipulation. L'achat évidemment est la première étape. Et comme je vous l'ai dit, dans le cas de l'achat, ben vous pouvez avoir toute une chaîne logistique en arrière qui va vous amener des frais de transport, des coûts de transport, des dépenses énergétiques associées rien qu'au transport, à des frais, des impacts en termes également de déchets générés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, vous commandez un produit. Et l'emballage arrive sous le concept de poupée russe. Donc vous ouvrez la boîte, la première grosse boîte. Finalement, dans la première grosse boîte, il y a une autre boîte. Vous ouvrez l'autre boîte, il y a une autre petite boîte. Puis finalement, dans la troisième boîte, vous avez votre produit qui est perdu dans une tonne de papier ou dans une tonne de vermiculite ou que sais-je. Et vous réalisez, mais comment, c'est une bouteille de 50 millilitres. Puis là, j'étais rendu à 4 boîtes de carton. Donc c'est sûr que ça encore, c'est des choses qu'on peut voir toujours là, en ce moment, là, en 2017, mais c'est vrai que les distributeurs font quand même pas mal d'efforts à ce niveau-là, mais on en voit encore à certains moments. Donc l'idée de se poser la question de quel fournisseur, d'où j'achète, et de quelle quantité j'achète et de la centralisation des achats extrêmement importante parce qu'on parle vraiment d'impact assez important en termes de GES et également en termes de déchets. Une fois que ce produit est arrivé, la question de l'entreposage est également extrêmement importante parce que lorsque vous entreposez un produit, souvent les gens qui vont avoir commandé un contenant qui est trop gros ou trop volumineux par rapport à ce qu'ils avaient comme espace d'entreposage, ben ils vont négliger cet aspect de l'entreposage. Ils vont se dire bon écoutez, on a commandé un pot d'1 kilo d'NaCl de chlorure de sodium, mais il ne rentre pas dans l'armoire où on devrait le mettre, l'armoire des produits chimiques. Donc finalement, on se dit, on va le mettre dans un coin. Des fois, on va le mettre dans le coin près du radiateur, on va le mettre dans le coin dans une tablette parce qu'il ne faut pas qu'il prenne de la place. On le sort de son endroit sécuritaire, donc on peut, à certains égards, pas dans le cas du NaCl évidemment, mais dans le cas de certains produits, mettre le personnel à risque, exposé à des produits chimiques. Vu qu'on ne l'entrepose pas sécuritairement, le produit peut se dégrader, exposition à la lumière, exposition au chauffage, etc. Donc, on n'est plus dans un contexte de sécurité des espaces, juste parce qu'on a voulu prendre le plus gros pot. Encore une fois, c'est dommage. Et souvent, ce qui arrive, ce qu'on peut constater, c'est que ce gros pot est oublié. Et quand arrive le temps de l'utiliser, malheureusement, soit le produit s'est dégradé ou le produit n'est plus utilisable. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient appeler la division SST pour dire, maintenant, ce produit est devenu un déchet, je vais m'en débarrasser. Mais lorsqu'on veut s'en débarrasser, finalement, il y a toute une logistique après en arrière
pour la prise en charge des matières dangereuses qui fait en sorte que ces produits sont soit incinérés, enfouis, et là encore on parle d'impact environnemental assez important. Donc l'action de l'entreposage est également très importante parce qu'elle va avoir un impact sur l'utilisation et la manipulation du produit, mais également sur son élimination. Donc, une fois par la suite que vous le manipulez, de vous dire que ce produit-là, il va générer des déchets, comme je vous disais dans les slides précédentes, et qui peut amener plus de déchets on a, plus de coûts, plus d'énergie sont nécessaires pour finalement éliminer ce déchet. Donc, pour vous montrer de façon concrète ce que j'entends par l'achat éco-responsable, je vous ai pris un exemple. Donc, un exemple de l'achat de 2 litres de xylène. Donc, le xylène, c'est un solvant qu'on peut utiliser en histologie, par exemple. Et donc, en fait, vous avez besoin d'acheter en fait ces 2 litres de solvant. Vous avez le choix de soit de prendre 2 bouteilles de 1 litre ou finalement de prendre une bouteille de 4 litres. Comme je l'ai dit, le premier réflexe va être de se dire, je vais prendre la bouteille de 4 litres. Comme ça, je suis sûr d'en avoir suffisamment. Puis au cas où, ou si jamais, j'en aurai encore en fait dans mon armoire. Puis j'aurais pas été obligé d'en racheter. On oublie l'aspect attaché à l'emballage et tout ça. On va plus s'intéresser finalement au coût d'achat et au coût d'élimination. Si finalement on regarde la bouteille d'1 litre et de 4 litres, parce que je vous rappelle, j'ai besoin de 2 litres, donc j'ai 2 options. Soit je prends en fait 2 fois 1 litre, soit je prends 4 litres et j'en retire et j'en utilise juste 2. Mais quand j'utilise juste 2 dans ma bouteille de 4 litres, il m'en reste quand même 2 litres qui vont me regarder, qui vont rester là. Donc l'idée c'est de réaliser que le prix d'achat d'une bouteille de 1 litre est de $42, celle de 4 litres est de 93. Donc on se dit, encore une fois, la patte du gain. Mais lorsqu'on on ramène également en fait le prix d'achat par millilitre pour 2 litres de solvant utilisé, on va dépenser 4 sous pour la bouteille d'1 litre et 2 sous pour la bouteille de 4 litres. Par contre, lorsqu'on regarde le prix d'achat à l'unité, en fait, pour chaque millilitre qu'on va utiliser, en fait, dans la bouteille, là, on a une petite différence, en fait. C'est pas énorme, mais on voit qu'il y a une petite différence entre la bouteille de 1 litre et de 4 litres. La grosse différence vient, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on va parler du coût de destruction associé, en fait, à l'excès des 2 litres de solvant. Dans le cas de 2 fois 1 litre, on va utiliser tous les 2 litres dont on a besoin pour l'expérience. On a terminé, on n'en a plus besoin pour les, 6, 7 ou la prochaine année. Tandis qu'il va toujours nous rester finalement, dans le cas de la bouteille de 4 litres, les 2 litres restants, que si jamais lorsqu'on va avoir besoin de l'élimination, là, ça va finalement devoir nous coûter près d'une trentaine de dollars à éliminer. Donc, lorsqu'on regarde le coût d'achat et le coût de destruction, on aura payé 85 $ pour la bouteille dans le cas du choix de la bouteille d'1 litre, mais on sera monté à 124 $ dans le cas de la bouteille de 4 litres. Donc là, ça permet très rapidement de réaliser, oui, il y a un impact et la question du choix et l'importance de la quantité qu'on va prendre pour l'achat est extrêmement importante. D'autres actions simples peuvent être prises dans le cadre de la gestion de l'eau. Donc, lorsqu'on prend la gestion de l'eau, je sais que c'est une très grosse ressource ici au Québec, mais l'idée c'est d'identifier les robinets qui fuient afin de réduire les pertes. Encore une fois, c'est une action très simple, mais qui peut avoir un très gros impact. Éliminer les trompes à eau, souvent, en fait, on ne réalise pas lorsqu'on veut faire un vide attaché à une machine, à un équipement. L'utilisation des trompes à eau, on pense que c'est économique, mais il y a énormément de litres d'eau qui sont utilisés à perte. On se poser la question dans certains protocoles en fait du type d'eau qui est utilisé, de s'assurer finalement qu'on va utiliser le type d'eau approprié parce que souvent si on a besoin de l'eau courante ou de l'eau mi-liquide ou de l'eau distillée, il y a des coûts rattachés à tout ça qui vont être différents. Donc c'est toujours important de se poser la question pourquoi j'utilise de l'eau mi-liquide finalement? Est-ce que l'eau distillée ne serait pas juste suffisante? Souvent on suit des protocoles qui sont là depuis Mathusalem, depuis de nombreuses années, mais on ne s'est jamais demandé pourquoi on les suit parce que c'est comme ça. Mais au final, après, lorsqu'on prend quelques secondes, on réalise, non, finalement, j'ai pas besoin de ça. Je pourrais très bien faire l'expérience avec de l'eau courante et ça fonctionnerait aussi bien. Puis s'assurer que lorsqu'on a des équipements de traitement spécifiques, qu'ils soient entretenus régulièrement.
Un autre élément aussi dans lequel qu'on a abordé dans le manuel, ce sont les congélateurs, donc que ce soit les moins 20 ou les moins 80. Là, je vous ai mis une photo de ce que on peut retrouver comme congélateur en fait lorsqu'on se fait une visite de laboratoire. Donc là, on voit même pas finalement l'espace congélateur. On aurait dit comme un monstre qui a englouti tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et croyez-moi, lorsqu'on a dégivré le congélateur, il y avait du matériel à l'intérieur. Donc énormément de négligence qui amène à des situations comme ça, qui font en sorte que finalement, le congélateur, que ce soit un moins 20 ou un moins 80, va consommer énormément d'énergie. Donc, l'aspect de la maintenance est également très important. Donc, dégeler les congélateurs au moins une fois par année est très important. Essayer dès qu'on a à faire un achat d'utiliser des congélateurs à haute efficacité. Puis par la suite, il y a un petit détail qu'on réalise pas, c'est que souvent on va citer ces congélateurs de moins 80 à moins 80 en disant ça me prend à moins 80. Mais si le matériel qui est entreposé à l'intérieur peut supporter et conserve toute son intégrité à moins 70 degrés, ça vaut la peine d'augmenter en fait de quelques degrés. Parce que finalement, il y a cette petite étude qui a été faite à l'Université de Colorado, où ils ont démontré que finalement, un simple changement comme ça de 10 degrés amène en fait à des économies d'énergie de 2 à kWh qui représentent quand même une très grosse quantité d'énergie. Donc, si on a l'opportunité, si notre moins 80 n'a pas nécessairement besoin de s'appeler à moins 80 et qu'on peut descendre, on peut monter la température à moins 70, ça peut valoir le coup en fait de faire cette petite action. Donc, quand on parle de maintenance, c'est également nettoyer les éléments chauffants, gratter le givre. Je vous ai montré la grosse négligence où est-ce que ça peut nous amener. Donc, régulièrement, penser à gratter le givre accumulé à l'intérieur du congélateur, s'assurer que nos portes restent bien hermétiques, changer les filtres à air. Ce sont des petites actions comme ça, très simples, mais qui vont encore une fois avoir un impact direct sur la gestion éco-responsable du laboratoire. Donc là, je vous ai pris quelques exemples qu'on a pu montrer, qu'on a pu présenter dans le manuel Mon Écolabo que vous pouvez télécharger sur le site du développement durable. Mais je voulais prendre quelques minutes avant de terminer également de vous présenter des outils pratiques qu'on peut réaliser des éco-leaders. L'idée, c'est de vous montrer encore une fois par du concret que Mon Écolabo, on va pas vous demander d'acheter de nouveaux équipements, on va pas vous demander de révolutionner en fait finalement ce que vous avez déjà présent dans votre environnement de travail. Ce qu'on veut, c'est plus allumer des lanternes chez vous et vous sensibiliser à une simple remise en question qui des fois peut amener à des petits changements, mais des petits changements qui peuvent être très intéressants. Donc, je partage avec vous quelques exemples d'outils pratiques d'éco-leaders, toujours pareils, qui ont été mis en place selon le principe des 3 R, donc de se dire, est-ce que dans le protocole que je fais actuellement, il n'y a pas des opportunités de réduction à la source, de réemploi ou encore de recyclage? Un des exemples, c'est celui du département de chimie, où en fait, Kevin et Denis, les deux techniciens, le chimiste et le technicien de laboratoire d'enseignement du département de chimie à l'Université de Montréal, dans le cadre d'un protocole, ont remplacé en fait des bains de glace sèche et d'acétone. Au lieu d'utiliser un pot de 1 litre, comme c'était initialement décrit, ils l'ont remplacé en fait par un pot de 500 millilitres. Donc vous voyez, encore une fois, on voit le changement de taille, on voit finalement qu'il y a un isolant qui a été mis tout autour du pot de 500 millilitres. L'idée, c'est pas un nouveau pot qui a été acheté, je ne sais pas trop où. On achète un format différent, on s'en va à Canadian Tire chercher comme un isolant. Et le technicien a pris chacun des pots pour s'assurer qu'il soit bien hermétique à rajouter cette gaine isolante. Donc là, on parle de quelque chose très simple qui ne coûte pas beaucoup en temps et en dollars et qui va avoir un impact assez intéressant. Donc juste pour leur protocole, les étudiants utilisaient un bain d'1 litre et là, ils vont utiliser un bain de 500 millilitres. En faisant cette simple action, finalement, cette simple action de réduction du volume, on vient finalement réaliser en fait des économies d'acétone qui est utilisé et de glace sèche qui est utilisée. Donc c'est près d'évidemment 500 ml d'acétone en moins et 500 grammes de glace sèche en moins qui sont utilisés. Ça représente par étudiant à peu près $2 d'acétone
et un peu moins de $2 en termes de glace sèche par étudiant. Donc là, évidemment, lorsqu'on ramène tout ça, on ajoute l'aspect d'élimination de la matière dangereuse en ce qui a trait à l'acétone, ben on réalise que pour 20 étudiants, c'est à peu près en fait $50 qui sont économisés. Donc $50 pour 20 étudiants pour une expérience. Donc encore une fois, c'est pas avec ça qu'on va se payer une prochaine croisière ou que sais-je, mais c'est de l'argent qu'on peut prendre et qu'on peut en fait finalement transférer ailleurs et qui va permettre d'améliorer les conditions de travail, l'environnement de travail de l'unité. Un autre exemple, encore au laboratoire d'enseignement, où cette fois-ci, en chimie analytique, les techniciens, les étudiants utilisent des fioles jaugées pour pouvoir préparer leurs solutions et ils en utilisent énormément puisqu'il y a énormément de dilutions qui sont faites et nécessairement, il y a beaucoup de lavage qui doit être fait. Et ce que les techniciens ont fait en collaboration avec le laboratoire des techniciens en mécanique, c'est de créer ces petits racks que vous voyez sur la photo de droite, qui leur permettent finalement d'entreposer les fioles à l'envers sur chaque bench des étudiants. Et juste ce petit rack à fioles très simple leur a permis d'éviter en fait que d'utiliser de faire des grosses dépenses d'énergie en termes d'utilisation du lave-vaisselle et de limiter des fois tous les bris qu'il pouvait y avoir. Souvent quand les étudiants utilisent la verrie, quand on est en première année, en fait on est plus maladroit, donc il y avait énormément de pertes liées en fait au bris de la verrie. Et que là maintenant en fait avec ce nouveau support à fiole, on vient utiliser utiliser moins le lave-vaisselle puisque ce sont les étudiants eux-mêmes qui procèdent au lavage, mais qu'après finalement la verrie lavée sécurisée sur ce rack qui est assez pratique. Un autre exemple aussi, c'est l'utilisation de tubes de préculture de Jacqueline dans son laboratoire, où finalement elle a invité les membres de son labo à faire le virage en fait d'utiliser des contenants en verre. Et ce passage du plastique pour le verre, évidemment, a permis de générer moins de déchets. Et elle a même poussé finalement la démarche un peu plus loin en amenant en fait les membres de son personnel à réutiliser en fait les embouts d'aluminium qui étaient utilisés au moment en fait de l'autoclavage. Un autre exemple intéressant que Jacqueline a pu mettre sur pied sur son laboratoire, c'est la réutilisation de plaques de pétri. Donc, Jacqueline est une agente de recherche qui avait en charge l'utilisation d'un robot en fait qui faisait du criblage à relativement quand même haut débit, donc énormément de plaques étaient utilisées pour des tests. Donc, les plaques de pétri, en fait, avant l'initiative de Jacqueline, étaient évidemment considérées comme des déchets. Ce que Jacqueline a fait, c'est mettre en place un procédé de réutilisation des plaques. Donc, en premier lieu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève évidemment tout le gel d'agarose présent dans la plaque. Elle prend les plaques, elle les trempe finalement dans l'eau de javel. Par la suite, en fait, ce processus de trempage dans l'eau de javel permet finalement de détruire et d'oxyder l'agent qui est présent en fait sur le gel d'agarose et de s'assurer qu'il soit totalement inoffensif tant pour l'homme que pour l'environnement. Et par la suite, on transfère les plaques dans une solution d'alcool et par la suite, on peut réutiliser l'alcool pour un autre bain. Lorsqu'on a séché en fait toutes les plaques, on se rend compte que 80% des plaques peuvent être réutilisées. Ce procédé permet en fait d'économiser près de près de $1,500 par année. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir montré que finalement, dans le cadre du programme Mon Écolabo, on est quand même rendu en fait dans la phase un peu d'innovation où là, pas mal d'idées ont commencé à germer et que les gens en fait ont commencé à se remettre en question sur leur façon de faire et sur leur pratique. Les objectifs restent toujours les mêmes, même si maintenant on a cette volonté en fait d'aller chercher l'implication d'une communauté scientifique plus large et de créer une réelle communauté de pratique à travers les institutions d'enseignement et de recherche au Québec. Les avantages, c'est de réaliser, comme je vous l'ai montré, qu'il y a une réduction des dépenses, qu'il y a des réductions en fait de l'impact environnemental, mais également l'amélioration des conditions de travail, puisqu'au final, en adhérant au programme, on se rend compte très vite que les laboratoires sont plus organisés. Il y a un travail d'équipe en fait qui se crée et on vient exposer en fait les gens à moins de substances toxiques, donc on améliore encore une fois la santé et sécurité dans l'environnement de travail. Il y a certains défis évidemment
également de réaliser que pour toute gestion du changement, il peut y avoir des réticents. L'idée, c'est de réaliser qu'il y a une communication entre la direction et le personnel de laboratoire pour faire en sorte que tous ces réticents embarquent dans le projet et que ce deviennent des parties prenantes. C'est également important pour s'assurer que tout le monde aille dans la même direction. La même direction, approche collaborative avec le personnel de labo, la direction, comme je disais, mais également la division SST de votre unité. Ce qu'on a pu retenir aussi, comme je vous disais, c'est de réaliser, de ramener toujours le programme à votre réalité à vous, à votre environnement de travail finalement. L'idée du programme, ce n'est pas de prétendre de révolutionner quoi que ce soit, c'est juste mettre les gens en relation, mettre les gens en connexion pour que des choses qui sont faites, qui sont mises en place dans un milieu, soient transférées dans un autre et qu'on puisse ensemble finalement réduire l'impact environnemental des laboratoires. Donc, je tiens à vous remercier tout d'abord Jérôme pour l'invitation, à vous remercier tous ici d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Et si vous avez des questions, on me fera plaisir de répondre. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées à intégrer le programme ou à implanter le programme dans leur unité, vous êtes invités à me contacter. Donc, merci beaucoup. Merci Olivier. Bon, mais là, je vais remettre le... Voilà, donc moi je te remercie beaucoup Olivier, c'était vraiment éclairant. Tu m'en as déjà parlé à plusieurs reprises et j'en ai appris encore plus aujourd'hui. Donc je vais laisser en fait les personnes poser des questions. Donc allez-y, le premier qui se lance à l'eau. Pas de questions, j'imagine que c'était assez limpide. Bergane, moi Olivier, j'aurais peut-être une question. C'est vrai que tu n'en as pas vraiment parlé, tu as dit que tu n'abordais pas ça. Là on parle d'une certification. Tu m'en as déjà parlé, là il y a 4 niveaux. Est-ce qu'il y a des frais associés à ça? Et puis comment tu passes d'un niveau à l'autre? Est-ce qu'il y a un organisme accréditeur? Comment ça se passe vis-à-vis d'autres certifications que je connaîtrais? Pour le moment, évidemment, on est vraiment dans une démarche de partage et de transfert. Donc, l'idée associée pour le moment avec la certification, c'est de la rattacher toujours à la communauté de pratique. Donc, avec tous les éco-leaders, puisqu'à partir du moment où les gens intègrent le programme, ils sont officiellement dits éco-leaders. Donc, que ce soit les éco-leaders même du programme qui viennent auditer les laboratoires qui seraient intéressés à changer de niveau. Donc, finalement, c'est de se dire que c'est totalement gratuit, qu'on serait tous dans un contexte communautaire, associatif, et que les gens qui voudraient changer de niveau ou avoir changer de niveau de certification, auraient juste finalement à s'assurer dans un premier temps que les éléments du niveau auquel ils appartiennent soient mis en place, et que par la suite quelqu'un d'une autre institution qui est membre aussi de mon écolabo viendrait finalement en fait auditer l'établissement, auditer l'unité, et en accord avec la grille. Donc, à chaque niveau est associé une grille de s'assurer que finalement l'unité ou le laboratoire en question répond aux différents critères. Mais ce n'est pas un processus qui serait en fait payant, si tu veux. Ok, je comprends bien. Donc, c'est vraiment les pairs finalement qui s'auto-évaluent là et on est en approche amélioration continue, mais vraiment amélioration, exactement. Ok, très intéressant. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Regardez, de toute façon, n'hésitez pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, il y a quand même 13h07, donc je vous propose qu'on arrête là. Comme je l'ai mentionné, la présentation a été enregistrée. Je vais la mettre en ligne dans la prochaine heure probablement. Et je vais vous envoyer, donc toutes les personnes qui étaient inscrites, je vais vous envoyer le courriel avec donc l'information pour vous dire où vous pouvez aller trouver ça. Et vous trouverez également les coordonnées d'Olivier dans la présentation PowerPoint qui, elle aussi, va être mise en ligne sur notre site de formation. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Encore merci Olivier.
Merci à toi. Donc, à la prochaine. Donc, vous verrez sur notre site formation les prochains webinaires prévus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.